Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout d'abord aux États-Unis, précisément à Washington, où séjourne le Premier ministre ivoirien. Amadou Gon Coulibaly participe aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Il a échangé avec des hommes d'affaires américains. C'était l'occasion pour lui de leur présenter les opportunités autour du développement économique de la Côte d'Ivoire. Un mot de transport aérien. Les experts en aviation de plusieurs pays africains ont pris part à la 4e réunion du comité de pilotage du programme africain des procédures de vol. Une rencontre pour évaluer un programme visant à terme à réduire le nombre d'accidents d'avion. Mettons le cap sur la région du Hambol. Elle abrite des enfants rejetés ou abandonnés, considérés comme maudits par la société. Ces enfants ont été recueillis par le centre d'accueil et de transit Sainte-Geneviève de Katiola. Que leur reproche-t-on? Sont-ils vraiment maudits ou victimes d'une tradition rétrograde? Les enfants rejetés ou maudits du père Germain Kalari est un dossier proposé par Serge Koléa. C'est par ce chant qui traduit parfaitement leur situation d'enfants orphelins, abandonnés ou menacés de mort dans leur village, que ces gamins nous accueillent. Nous sommes au centre Sainte-Geneviève de Katiola, au centre nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans le quartier de Nandjiplé-Ka. Ici vivent 17 gosses victimes de bannissement ou de rejet. Nous avons reçu des informations qu'il y a des enfants qui sont assassinés, mais nous n'avons pas eu les preuves. Le seul tort de ces innocents regards, être né pour certains au moment même où leur génitrice rend son dernier souffle sur le lit de l'accouchement et pour d'autres raisons que les parents voient d'un mauvais œil. Ces enfants doivent leur joie de vivre à cet homme, le père Germain Coulibaly Kalari, curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Timé. On a un seul objectif, c'est de venir en aide à tout enfant en danger de mort. Tel un bon samaritain, il crée le centre de transit et d'accueil Sainte-Geneviève de Katiola en septembre 2011 avec pour objectif de sauver la vie de ces mômes en les recueillant. Avant de fonder l'orphelinat, j'ai mené une enquête. Dans un village du nom de Kofi-Sioka, les enfants des jumeaux avaient été tués, avaient été noyés parce que ils sont nés par siège. Alors donc j'ai rassemblé un certain nombre de cas. Donc les enfants touchés par un handicap, les enfants qui naissent par siège, les enfants surpris en train de téter le sein de la maman agonisante ou morte. Quand la maman meurt en couche, alors on conclut que c'est le bébé qui a tué sa maman. Et donc personne n'en veut parce qu'on dit mais à qui sera le tour? De 2011 à 2017 au total, ce sont 16 enfants inscrits dans les registres du centre. Le père Germain Kalari travaille en étroite collaboration avec l'assistante sociale de la ville de Katiola. Elle lui recommande bien souvent des cas. Nous avons mis en place des comités de veille et de vigilance dans différents quartiers qui nous rapportent des cas de maltraitance d'enfants, de violence sur enfants, parce que ça ce sont des cas de violence. Donc quand il y a des cas de violence, nous sommes interpellés. Les responsables des collectivités locales et des particuliers témoins de scènes d'enfants bannis ou en danger de mort adressent également des cas. J'ai vu une petite fille, sa mère est morte en couche, et sa grand-mère qui l'a récupérée, quelques temps après, la grand-mère aussi est décédée. Donc du coup, on dit c'est elle qui les tue. Elle se retrouve à la rue toute petite, à 8 ans, à manger dans les poubelles, à se promener au bord des maquis pour manger les restes des gens. Et on a contacté le centre d'accueil de ces enfants abandonnés là, et l'enfant est allé là-bas. Ces enfants sont-ils réellement victimes de la tradition ou des préjugés sociaux rétrogrades? Pour mieux comprendre ce phénomène, rendons-nous à Tumbo-Kaa, où à la naissance, Elisa, orpheline de mère, âgée aujourd'hui de 12 ans, échappe de justesse à un destin tragique. On se disait que l'enfant était déjà mort parce que dans le temps passé, les orphelins, là, quand la maman meurt, c'est comme si l'enfant même, c'est plus la peine. Et c'est quand on est parti voir le prêtre, quand on a expliqué, ils ont dit bon, que les orphelins aussi doivent bénéficier de la vie. En classe de CM2, elle bénéficie enfin de la clémence de sa famille. À Kassémé, surprise, la petite Germaine vient de reconnaître le père Germain.
La petite Germaine perd sa mère à la naissance, morte en couche. Elle se souvient certainement de son séjour au centre. Elle y passe 2 ans avant que ses grands-parents ne reviennent à de meilleurs sentiments. La gamine peut réintégrer le cocon familial. À la mort de sa mère, Jonas a été confié par le prêtre dès l'âge de 2 mois à cette femme devenue sa mère adoptive. Il a 7 ans et est en classe de CP1. Je voulais dire à mes soeurs et mes frères, s'il y a un cas comme ça, qu'il ne faut pas ils vont jeter l'enfant. Ils n'ont qu'à donner à une personne qui n'a qu'à l'aider. Dans certains villages, les anciens tentent de cacher la triste réalité. Il y en a qui disent que l'orphelin n'est pas facile à élever. Bon, avec nous, la pauvreté, est-ce que cet enfant, on ne doit pas le perdre? Retour au centre d'accueil et de transit à Sainte-Geneviève pour nous intéresser au quotidien des pensionnaires. Loin des croyances villageoises, les enfants mènent une vie normale ou presque. Ils ont droit aux 3 repas journaliers. Ils partagent leur journée entre l'école, les temps d'études avec le répétiteur Godefroy et les prières et enseignements religieux avant de dormir. Plusieurs années qu'ils vivent ici. Le malheur ne s'est pourtant pas abattu sur le centre, preuve que ces enfants ne sont ni sorciers, ni poursuivis par une quelconque malédiction. Mieux, ils sont parmi les élèves les plus brillants du groupe scolaire catholique de Katiola. Pour combattre ces fléaux, il faut casser les tabous. Il faut oser en parler. C'est vraiment amener la population à comprendre. Un enfant qui perd sa mère à l'accouchement n'est pas un sorcier qu'il faut rejeter. Ou bien un enfant qui a du mal à s'asseoir n'est pas forcément un serpent. Le père Germain Kalari rêve grand pour ses enfants. Il ambitionne de mettre en valeur ce terrain acquis par sa structure. Un futur orphelinat doté de centres de formation à l'agro-pastoral et offrant toutes les commodités et infrastructures de base pour l'épanouissement des enfants. Le centre d'accueil et de transit à Sainte-Geneviève attend également l'agrément du ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour jouir d'un véritable statut. En attendant que toutes ces exigences se mettent en place, le père Germain Kalari continue de se battre pour donner de l'amour et des lendemains heureux à ses laissés pour compte. Pour équilibrer le développement du milieu rural, le gouvernement veut résoudre le problème de la sécurisation foncière des femmes. Elles possèdent à peine 10% des certificats fonciers délivrés à ce jour et représentent environ 50% des actifs. La direction du foncier rural a initié un atelier pour débattre de la question. Noël Nyanyou. La sécurisation foncière rurale en Côte d'Ivoire. Sur les 4000 certificats fonciers délivrés à ce jour, seulement 10% sont allés aux femmes. Une illustration audible de cette situation dans la région d'Aboasso, précisément à Abi. Nous avons constaté à chaque fois que nous partons pour les certificats, ce sont que des hommes. Aucune femme ne se présente, aucune femme n'a le droit au jour d'aujourd'hui d'avoir une terre. Il faut corriger cet état de fait. Au moment où l'État, avec le concours de l'Union européenne, veut massifier la délivrance des certificats fonciers afin d'éviter de laisser les femmes sur le bord de la route. Dans le milieu rural, si on veut pouvoir faire progresser la situation des agriculteurs, que ce soit les hommes comme les femmes, il faut en passer par une meilleure sécurisation de leur accès à la terre tout d'abord et de leurs droits fonciers par la suite. Il faut préciser que le problème de l'accès est à distinguer de celui de l'accès à la propriété. Dans nos sociétés, les femmes ont le droit d'accéder aux terres pour les exploiter, mais il y a une réelle difficulté pour elles d'accéder à la propriété. Un atelier est initié à cet effet avec le concours de juristes, de sociologues, de chefs traditionnels et autres pour trouver les solutions justes à la problématique de l'accès à la terre. C'est là 48 heures durant, avec pour finalité faire l'état des lieux et identifier les moyens de sécurisation des droits fonciers des groupes cibles. Il s'agit des femmes et des cadets sociaux.
Pour faire face à la saison des pluies qui s'annonce, l'Office national de la protection civile sensibilise les populations d'Abengourou aux effets néfastes des pluies diluviennes. La cérémonie de lancement de cette campagne s'est tenue en présence du premier responsable de cette structure, le général Kilifiakre, Honorine Anigori. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'Office national de la protection civile, l'ONPC, fait sienne cet adage. Il a entamé récemment à Abengourou une vaste campagne de sensibilisation et d'information contre les effets néfastes des pluies diluviennes. Selon le directeur général de l'ONPC, le général Kilifiakre, l'Office national de la protection civile veut enregistrer cette année 0 décès dû aux pluies diluviennes. L'Office national de la protection civile aujourd'hui vient de remettre au CSU 3 véhicules. C'est un appel à l'installation de ces pompiers-là pour le bonheur des populations, afin que notre population soit mieux protégée. Une conférence a été prononcée par les agents de l'ONPC en vue d'attirer l'attention des populations sur les dangers qu'elles courent en habitant les zones à risque. Le thème de cette conférence, la culture de la prévention face au risque d'inondation. Les populations ont été également invitées à curer les caniveaux et surtout à éviter de construire des maisons d'habitation dans les zones à risque telles que les bas-fonds et les flancs des collines. Le premier responsable de l'ONPC en a profité pour lancer un appel aux conseils régionaux afin qu'ils apportent leur soutien à ces centres ouverts dans les chefs-lieux de région du pays pour rapprocher les secours des populations. À l'étranger, cela fait 5 mois qu'une épidémie de méningite fait des ravages au Nigeria. 745 personnes en sont mortes. La maladie frappe principalement le nord du pays. Les services de santé annoncent des stocks de vaccins. Sylvie Toury. Les chiffres sont alarmants. Au total, 745 décès enregistrés et plus de 8000 cas suspects recensés. En 5 mois, l'épidémie a gagné du terrain et les enfants de 5 à 14 ans sont les plus touchés et représentent environ la moitié des cas recensés. Vous pouvez voir le problème que nous avons en ce moment. Certaines écoles parlent déjà d'empêcher certains enfants de revenir. Nous avons recensé 32 cas la semaine dernière. Nous avons 32 cas suspects de méningite dans la capitale. Nous comptons aussi 6 décès et 2 cas confirmés, dont un de Sokoto. Pour remédier à cette épidémie, de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention sont menées auprès des communautés locales. Près de 420 000 personnes ont déjà été vaccinées dans le pays. Mais les vaccins restent toujours insuffisants. Nous n'avons pas assez de vaccins. Le peu de vaccins qu'on m'a dit d'utiliser hier sont finis. D'autres pays vendent le vaccin. Ici, nous n'avons même pas de vaccin à vendre. Selon le ministre délégué à la Santé, 823 000 doses de vaccins en provenance de la Grande-Bretagne devraient arriver pour poursuivre la campagne lancée le 5 avril. Des tests en laboratoire ont confirmé que cette méningite est un nouveau type de souche C et c'est la première fois qu'elle se déclare en épidémie dans le pays. En bref, après plus d'1 mois de blocage, un accord a été finalement signé hier en Guyane entre le collectif qui mène le mouvement social depuis 1 mois, l'État et les élus guyanais. En RDC, c'est un afflux impressionnant de personnes ayant fui les violences dans les Kasaï qui est venu grossir les rangs des 2 millions de déplacés présents dans le pays. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a fait savoir hier que la barre du million de personnes déplacées avait été franchie ce mois-ci. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.